Alors, Fabien, alors c'est quoi ce générique? Ah désolé, je me suis trompé. Non mais attends, tu vas mettre le générique de la saison 2 là, quand même. Exactement, je Allez, tout ça. c'est parti mon C'est kiki. parti. Le podium du Grand Prix d'Australie 2011, victoire de Sébastien Vettel sur sa Red Bull devant Lewis Hamilton sur sa McLaren et Vitaly Petrov sur sa Lotus Renault. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline saison 2. Au sommaire, un code de conduite de la FIA et plein de questions qui méritent des réponses. Un code de bonne conduite pour la FIA annoncé l'an dernier, ce code imposé par Jean Todt était destiné en fait à devenir véritablement la cheville ouvrière de tout son programme et aussi de l'avenir, que ce soit de la FIA ou du président de la FIA. En somme, c'est une licence principalement accordée aux directeurs des équipes et aux directeurs techniques pour schématiser. C'est quelque chose d'obligatoire. On ne peut pas passer à côté, sinon pas de licence, on ne peut pas participer à la Formule 1 et dans les autres disciplines comme le WRC et le WTCC. Fondamentalement, là, cette charte, en fait, est destinée à maximiser 3 points. Le premier point, c'est le respect des décisions de la FIA. Le deuxième point, c'est le respect et l'équité des décisions et de la sportivité. Et enfin, l'obligation de transparence quand il y a des investigations de la FIA. Alors c'est justement très important puisque ça définit l'avenir en fait de ce qui va se passer, que ce soit en 2012 ou en 2013 et l'après-mandat de Jean Todt, mais il y a un alinéa bien précis dans cette charte. Ce code de bonne conduite, quelque chose qui pourra vraiment changer le futur en termes de communication. Cette charte, la voici. C'est le respect des objectifs et des intérêts de la FIA. Sous-entendu, pas de préjudice moral écrit ou oral auprès du président de la FIA ou de la FIA. Ce qui signifie que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus vraiment critiquer les décisions, les règlements et autres, justement, les décisions du Conseil mondial de la FIA. Donc, tout le monde aux ordres, tout le monde au pas. Voici l'avenir qui se présente. Est-ce que ça continuera ainsi de l'après Jean Todt? On définira ça plus tard. Une question de Nagash qui me demande à propos justement, est-ce que le mini KERS de Red Bull, est-ce que c'est quelque chose de fondé? Alors vous avez entendu que c'était quand même la grande rumeur de hier, est-ce que KERS ou pas KERS? Alors Christian Horner après la course a dit tout de suite que non, ils n'avaient pas utilisé, en tout cas pour Vettel, on n'en sait rien pour Weber spécifiquement, on estime qu'il a utilisé le KERS, on estime que Vettel en fait n'a pas utilisé son système de récupération d'énergie samedi et dimanche. Weber a annoncé clairement samedi qu'il aurait peut-être dû l'utiliser dans l'éventualité. Alors on ne sait pas véritablement ce qu'il en est. La rumeur indiquait que ce KERS était uniquement disponible au départ, c'est-à-dire que le surplus de puissance se faisait tout de suite au départ, ce qui permettait justement de prendre une certaine avance. Alors vu le départ des Red Bull RB7 en Australie, on peut quand même se poser quelques questions. Reste que, sur le principe, ce que l'on sait du système de Red Bull, c'est que toutes les batteries se répartissent sur toute la longueur de la voiture. C'est-à-dire que la répartition des masses est vraiment optimisée. Maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'elle dispose effectivement du KERS. Sauf qu'elle ne l'utilise pas puisque l'équipe ne semble pas véritablement maîtriser le système. C'est en tout cas ce que Adrian Newey sous-entend. Autre fait, c'est que la voiture est juste exceptionnelle dans son exploitation technique au niveau des gommes et au niveau de l'aérodynamique. On a vu aussi, petit détail, c'est que la voiture de Mark Webber a eu quelques petits problèmes quand elle était derrière une autre voiture. Maintenant, de là à dire que Red Bull a déjà tué le championnat, on va être quand même plutôt mesuré parce qu'au niveau des temps, on s'est rendu compte que Hamilton n'était pas si loin que ça, à peu près 2 dixièmes en général. Et pendant un laps de temps, c'est vrai que la Red Bull est très très performante. Maintenant, on va voir ce qu'il en sera. Déjà en Malaisie, on aura déjà une bonne indication pour la suite. Mais en tout cas, c'est déjà très très intéressant parce que on voit de toute façon que les Red Bull, il y a une voiture qui gagne et une autre voiture qui souffre, tout particulièrement. Donc pour le moment, on ne sait pas vraiment quoi en dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les voitures ont vraiment fait un très très bon départ
en Australie, et c'était même assez dangereux pour Hamilton. Une question de Lucky. Est-ce que le RDS est utile? Alors nous l'avons tous vu, puisque cette magnifique idée instaurée par la FIA a quand même permis juste globalement à un pilote, puisque c'est Jenson Button qui a quand même le plus utilisé le système. En fait, l'aileron arrière ajustable se décharge entre guillemets pour pouvoir bénéficier et avantager un dépassement. Or on s'est aperçu durant toute la course que les pilotes devant qui doivent contrer justement l'attaque utilisent le KERS à tout va. Donc je pense qu'il y aura des modifications à partir de là. C'est plutôt une bonne idée sur le fond. Maintenant, on a vu tous les commentateurs sur Twitter pendant la course dire que ça ne servait pas à grand chose. On va rester mesuré pour le moment. On va attendre sur des pistes. Par contre, un détail, juste en passant, c'est que le système était disponible sur 860 mètres de la ligne droite, mais on a vu des pilotes doubler dans d'autres sections de la piste. Donc est-ce que ça a franchement un effet ou pas? On verra à Sepang et on verra sur le Grand Prix justement suivant et à l'avenir sur des grandes lignes droites, est-ce que ça va être vraiment très intéressant ou pas? Une question collégiale masculine et un petit peu féminine. Est-ce que Massa, Weber et les pilotes Toro Rosso sont menacés? Alors, Mark Webber a déjà dit tout de suite, dès le samedi, je n'ai pas la même voiture que Sébastien Vettel. On voit bien que ça commence déjà à donner un petit peu le ton. On voit aussi que Red Bull communique de manière assez fortement et que on voit bien qu'il y a de la peu de politique derrière, beaucoup de communication, beaucoup d'intox surtout. Alors, on sait que Vettel a été renouvelé, Weber, on a dit chez Red Bull que non, on va attendre un petit peu. Il semblerait qu'on va attendre justement à l'horizon du Grand Prix d'Angleterre, à peu de choses près, pour voir, en fait, je pense que la donnée principale pour Weber, ça va être comment va-t-il s'intégrer dans le moule Red Bull. Voilà, ça va être vraiment l'aspect fondamental pour lui, s'il veut continuer justement sa carrière, ce qu'il en soit. Pour Felipe Massa avait dit, suite aux essais Pirelli du mois de novembre, les Pirelli vont me permettre d'aller beaucoup mieux. On s'est rendu compte qu'il a fait beaucoup d'erreurs, il était beaucoup à la peine. Bon, c'était aussi un petit peu à cause de la voiture. Il semblerait que du côté de chez Ferrari, on a un peu de mal avec les gommes, même si on établit les meilleurs temps, mais on ne les établit pas tout de suite. On met quand même 2-3 tours, on l'a vu pour l'Australie, avant de faire quelque chose. Massa fait une très bonne performance, mais très loin. C'est ça le problème. Départ plutôt honnête, plutôt viril d'ailleurs avec Button durant toute la course. Est-ce qu'il est menacé? Il a un contrat jusque l'an prochain. On va juste voir un petit peu comment lui aussi se comporte, puisque Ferrari a juste une épée de Damoclès qui lui tombe dessus, c'est il lui faut impérativement un titre. Et d'après ce qu'on peut entendre dire, Alonso est aussi dans l'obligation de rapporter un titre, puisqu'il y a des enjeux financiers et sportifs qui sont en jeu. Donc je pense que tout le monde est un petit peu sous pression dans la Scuderia. On verra ce qu'ils en... Mais on verra. Pour le moment, c'est encore très tôt. On va voir d'ici le mois de juin si justement, on continue pas. En tout cas, il y a une clause pour Massa, puisque le contrat est susceptible de continuer ou pas. Tout dépendra. Et en tout cas, pour les pilotes Toro Rosso, alors c'est encore une fois un petit peu trop tôt. On sait que Buemi attaque sa 3e saison. Alguersuari, sa 2e saison et demie. Maintenant, il va falloir aussi qu'il hausse le ton. Bon, les résultats de la course sont plutôt positifs pour eux, même en qualification. La Toro Rosso a l'air d'être plutôt performante. Le cas Ricciardo, je pense qu'on essaie de le plus possible de le mettre en avant chez Red Bull pour pouvoir l'évaluer. Mais une chose est sûre, des deux, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt Buemi. Il va falloir qu'il durcisse un petit peu le jeu, il a besoin d'être beaucoup plus régulier, parce que l'an dernier, il a fait une saison un petit peu en dents de scie, très performant en qualification par rapport à Alguersuari, mais en course, il a quand même un petit peu de mal. Et Alguersuari, tout simplement, qu'il hausse un petit peu le ton en termes de qualification. Et même en course, parce qu'on voit de temps en temps qu'il a quand même des variations quand même assez inquiétantes, qui peuvent aller quand même de 5 dixièmes quand même au tour. Nouvelle question de Lucky qui nous demande est-ce que Pirelli ça a été la clé de la course? Je pense que oui. Il y a eu à peu près, mais il y a deux petites données très intéressantes. Avec le principe de mettre des pneus soft et des pneus un peu plus durs, on s'aperçoit qu'il faut changer les gommes. Tous ceux qui sont en tête de la course ont changé 2 fois. Sauf que quand on est à la chasse, comme ça a été le cas pour Mark Webber et Alonso, on a changé 3 fois et on a mis 2 fois les softs. Alors, aussi, un petit détail, c'est la durée de vie de ces gommes. Mark Webber est rentré au bout du 11e tour, les autres autour du 12e, 13e, 14e tour. Il n'y a que du côté de chez McLaren qu'on a réussi à préserver autour du 16e tour, avec Hamilton et un petit peu plus loin pour Button. C'est quand même
d'un côté c'est inquiétant dans un premier temps, mais finalement c'est pas si important que ça. On s'aperçoit que finalement les gommes Pirelli sont plutôt bien, sauf qu'on l'a vu lors du deuxième relais, à propos justement de Vettel, quand il a remplacé ses gommes, elles étaient mais vraiment, c'était vraiment délabré. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut vraiment regarder. Très intéressant au niveau des temps, c'est qu'on a vu que les équipes ont vraiment optimisé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive aux limites. On n'a pas vu de grandes chutes de temps. La plupart du temps, si on regardait le timing, les temps chutaient à peu près d'une seconde 5, alors qu'on sait que les temps peuvent chuter beaucoup plus que ça. Et il y a des pilotes qui étaient beaucoup plus à la ramasse, comme par exemple Petrov qui tournait en 1,32, alors que derrière Alonso tournait en 1,30, en 1,31, il lui reprenait quasiment 1 seconde 5 à 2 secondes au tour à la fin. On voit bien que quand même ces gommes ont quand même une variation quand même assez importante, mais les équipes ont vraiment, je pense, stratégiquement bien joué le coup. Maintenant, tout le monde annonçait 3 ou 4 arrêts, je pense qu'on va tourner autour de 2, maximum 3 arrêts, tout dépendra de la configuration de la course, mais c'est vraiment des gommes très intéressantes, puisque en fait, on se rend compte que les équipes n'ont pas les mêmes choses. Par exemple, on se rend compte que la Red Bull, alors qu'elle change ses gommes, il lui faut un tour à Vettel pour tout de suite être dans les temps quasiment dans les temps meilleurs. Et au bout de 2 tours, il était déjà dans les temps équivalents à la tête. Par exemple, chez Ferrari, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu plus long, et alors que du côté de chez McLaren, on est pareil sur une zone à peu près de 2 tours. Astuce très intéressante et surtout quelque chose qui permet ensuite de comprendre, même si les Sauber ont été disqualifiés pour aileron arrière non conforme après la course, on se rend compte que Sergio Pérez n'a remplacé qu'une seule fois ses gommes, passant de gommes dures et gommes tendres et de tendre à dur, et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que et pourtant il n'a pas été ridicule sur la piste au niveau de ses temps. Donc est-ce qu'il y a peut-être justement quelque chose à prendre sur les gommes Pirelli au niveau de la gestion? C'est quelque chose qui va vraiment nous apprendre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est des gommes, toutes les équipes n'ont pas les mêmes systèmes d'exploitation dessus. On s'en aperçoit, certaines les chauffent peut-être trop vite, c'est peut-être le cas des Red Bull, bien du côté des McLaren, pas assez bien du côté de chez Ferrari. Du côté de chez Renault, c'est pas si mal que ça, on est à peu près au même niveau que... Enfin, Lotus Renault, pardon. Il faut faire la distinction. On est à peu près au niveau de chez McLaren, idem au niveau de Sauber. Donc je pense que ça va être quelque chose de très important. Maintenant, on va voir à Sepang, puisque la température va être beaucoup plus ardue. Et là, on verra vraiment la qualité des gommes Pirelli, puisque jusqu'à présent, c'était plutôt honnête. Pour la course, c'était assez honnête. Voilà, je laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvée. Je vous souhaite juste simplement une bonne semaine à venir. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Sepang, Grand Prix de Malaisie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.